Bonjour, chers apprenants. Je suis Koroyopo Urish, enseignant de mathématiques et des techniques quantitatives de gestion depuis 15 ans. Bienvenue sur la plateforme eSchool. Dans le but de renforcer vos capacités et de vous rendre aptes à affronter les examens qui approchent, notamment en concernant les mathématiques, nous allons ensemble traiter dans les prochaines minutes quelques exercices de mathématiques des baccalauréats d'enseignement général, notamment ceux de la série C, ceux de la série D et ceux de la série A4. Nous vous prions de rester très concentrés et nous revenons dans les prochaines minutes. Bonjour chers apprenants, bienvenue à cette séance de travail consacrée exclusivement à la résolution du bac C camerounais session 2022. Nous sommes en train de résoudre cette épreuve dans le but de permettre aux apprenants des classes de série C, de série E, de série S d'avoir suffisamment d'outils à l'aube des examens qui approchent. Je rappelle que pour le bac C camerounais, l'épreuve de mathématiques a deux parties. Une partie A, évaluation des ressources, et une partie B, évaluation des compétences. Nous vous prions pour être en phase avec nous d'avoir un papier, un bout de papier pour prendre des notes, parce qu'il y a des calculs préliminaires qui ne sont pas faits ici. Nous allons expliquer et vous allez, avec votre papier, vous rassurer que ce qu'on dit est effectivement ce que vous trouvez. Voilà, nous allons donc passer à l'évaluation des ressources. Exercice 1. Le plan complexe est mis d'un repère autonome et direct O, E1, E2. On considère les points A, B, F et G d'affix respectives ZA égale à 1 plus I racine de 3, ZB égale à 1 moins I racine de 3, ZF égale à 4 et ZG égale à moins 4. On demande de résoudre dans C l'équation complexe Z carré plus 2 moins 2 I racine de 3 égale à 0. Et évidemment, Z carré plus 2 moins 2 I racine de 3 égale à 0 équivaut à Z carré égale à moins 2 plus 2 I racine de 3. Alors nous cherchons un nombre complexe Z égale à X plus Y, tel que son carré nous donne moins 2 plus 2 I racine de 3. Donc nous posons Z égale à X plus Y comme je l'ai dit. Si nous élevons Z au carré, nous allons obtenir X carré moins Y carré plus 2I XY. Alors si nous cherchons la partie réelle de Z carré, c'est X carré moins Y carré qui sera égal à moins 2. Si nous cherchons le module de Z carré, le module de Z carré, ce sera X carré plus Y carré qui sera égal au module nombre complexe qui est à l'écran, c'est-à-dire qui est 4. Et la partie imaginaire de Z carré de XY sera égale à 2 racine de 3. Vous pouvez constater que X fois Y est positif. Ça veut dire que X et Y seront de même signe. Alors, si nous faisons la première ligne plus la deuxième ligne, parce que nous allons obtenir un système en fait. Je vous ai demandé d'avoir un stylo pour travailler. Nous sommes en C quand même. Si nous posons le système x carré moins y carré égale à moins 2, x carré plus y carré égale à 4, 2x, y égale à 2 racine de 3. Si nous faisons la première ligne plus la deuxième, on va obtenir 2x carré égale à 2. Naturellement, ça fait x carré égale à 1, c'est-à-dire x égale à 1 ou x égale à moins 1. Si nous faisons la deuxième ligne moins la première, nous allons obtenir 2y carré égale à 6, c'est-à-dire y carré égale à 3. Ça nous donne y égale à racine 3 ou y égale à moins racine 3. Or, je l'ai dit, 2xy étant positif, xy est positif, ça veut dire que x sera égal à 1 et y égale à racine 3, ou x sera égal à moins 1 et y sera égal à moins racine 3. Par conséquent, le nombre complexe que nous cherchons, c'est z qui est égal à 1 plus i racine 3, ou z qui est égal à moins 1 moins i racine 3. On vous dit soit S la similitude directe d'expression complexe z' égale à 1 moins i racine 3z. C'est sous la forme AZ plus B. Donc c'est une similitude directe. Alors on demande de les éléments caractéristiques de la similitude S. Nous savons que les éléments caractéristiques d'une similitude sont quoi? Le centre, le rapport et l'angle. Pour le centre, vous devez chercher le point invariant, c'est-à-dire le point qui a pour image lui-même. Donc si nous résolvons l'équation Z égale à 1 moins I racine 3Z, en supposant que c'est le centre que nous cherchons, naturellement nous allons trouver Z égale à 0. Voilà pourquoi nous disons la similitude là a pour centre 0. Maintenant, si vous voulez trouver le rapport, vous savez que le rapport c'est le module de A. Quand on dit Z' égale à AZ plus B, le rapport c'est le module de A. Donc si nous faisons module de 1 moins I racine de 3, évidemment nous allons trouver 2 parce que ça va faire racine de 1 au carré plus moins racine de 3 au carré. Ça fait 1 plus 3, ça fait 4 et racine de 4 c'est 2. Maintenant si nous cherchons l'angle, nous savons que l'angle c'est l'argument de A.
l'argument de A. Donc, si nous cherchons le cosinus de l'angle, ce sera 1 demi. Et le sinus de l'angle, ce sera moins racine de 3 sur 2. Quel est donc l'angle qui a pour sinus 1 demi? Et pour cosinus 1 demi, le temps pour moi, cosinus 1 demi et pour sinus moins racine de 3 sur 2. En faisant un petit tour sur le cercle trigonométrique, on se rend compte que l'angle c'est moins pi sur 3. Donc la similitude S directe est de centre O, de rapport 2 et d'angle moins pi sur 3. On demande de déterminer les images par S des points A et B. Et naturellement, nous allons remplacer dans l'écriture Z', dans l'écriture Z' égale à 1 moins I racine de 3Z. Nous commençons par remplacer Z par ZA pour trouver l'image du point A. Et quand nous le faisons, nous avons 1 plus I racine de 3ZA. En multipliant, on trouve 4. 4 qui est la fixe de F. Nous faisons la même façon pareil pour B. Nous remplaçons. Nous trouvons plutôt moins 4. Moins 4 qui est la fixe de G. Nous pourrons donc dire que l'image du point A par la similitude c'est F et l'image du point B c'est G. On donne l'ellipse de foyer A et B et des centricités 1 demi, naturellement de centre O. On demande de trouver l'image de cette ellipse-là par la similitude S. On peut y dire d'entrée de jeu que l'ellipse conserve les figures planes, donc c'est clair que l'image de l'ellipse-là sera aussi une ellipse. Maintenant, quels sont ses éléments caractéristiques, notamment son centre? Nous avons constaté dès le débat que l'image de O, c'est O. Par conséquent, on peut dire aisément que le centre de l'ellipse epsilon prime, c'est la O, parce que O est le point invariant par la similitude. On peut donc conclure que l'ellipse epsilon prime aura pour équation x carré sur a carré plus y carré sur b carré. Maintenant, il nous reste à trouver a carré et à trouver b carré. Bon, nous rappelons qu'on a dit que c'était que epsilon c'était l'ellipse de foyer A et B. Et n'oubliez pas, en haut on a montré que l'image de A c'est F et l'image de B c'est G. Ça veut donc dire par conséquent que epsilon prime aura pour foyer F. Donc vous comprenez pourquoi je dis la demi-distance focale C serait égale à OF. Or OF c'est le module de ZF moins ZO. Donc si vous faites le module de ZF moins ZO, vous allez trouver 4. Donc OF c'est 4. Donc la demi-distance focale c'est 4. Si nous cherchons l'excentricité, n'oubliez pas que le point F a pour coordonnées 4, 0. Donc, vous pouvez regarder dans vos formules d'ellipse. 4, 0, ça veut dire que l'excentricité, ça veut dire que A sera égal à C sur E. E étant égal à 1 demi, n'oubliez pas que l'excentricité reste invariante. L'excentricité est constante. Donc, on aura donc A égal à 8. Et si nous cherchons B, B sera simplement la racine de A carré moins C carré. A carré c'est 8, ça fait 64. C c'est 4, ça fait 16. Si vous faites 64 moins C, vous trouvez 48. Donc, B sera égal à la racine de 48. Par conséquent, notre ellipse epsilon prime aura pour équation x carré sur 64, c'est-à-dire x carré sur 8 au carré, qui est A, plus y carré sur b au carré. Donc, on aura x carré sur 64 plus y carré sur 48 égale à 1. Donc, voilà l'équation réduite de epsilon prime. On demande de construire epsilon prime, puis de déduire la décision de epsilon. Je rappelle que ce qui est facile à faire, c'est évidemment de construire epsilon prime, parce que epsilon prime, nous avons tous ces éléments. Nous avons son centre, nous avons le foyer et nous avons ses sommets. Donc nous construisons aisément epsilon prime, comme vous voyez à l'écran. Mais nous nous rappelons, on a bien dit, on peut remarquer que l'ellipse epsilon est l'image de l'ellipse epsilon prime par la similitude la similitude réciproque. Parce que n'oubliez pas que epsilon prime était l'image de epsilon par la similitude S. Ça veut donc dire que epsilon est l'image de epsilon prime par la similitude S moins 1, la similitude réciproque. Et forcément, la réciproque de la similitude S a le même centre qui est O. Le rapport, c'est la moitié. C'est-à-dire que le rapport, c'est 1 sur K. D'après vous, le rapport, c'est 1 sur K. Or, K étant égal à 2, le rapport sera 1 demi. Et naturellement, l'angle, c'est moins alpha. Donc, alpha est égal à pi sur 3, l'angle, c'est pi sur 3. Donc, vous utilisez ces éléments-là pour faire le symétrique des centres. Pour faire le symétrique, le centre, c'est invariant, il n'y a pas de problème. Pour faire le symétrique des foyers, pour faire le symétrique des sommets, ça vous permet d'avoir la construction de epsilon prime, telle que vous avez à l'écran.
On vous laisse le soin de construire cela. Et la dernière question de l'exercice 1, on vous dit Aïcha a choisi au hasard l'un des repères, a choisi l'un après l'autre, 2 points distincts parmi les points O, A, B, F et G. Donc elle a 5 points O, A, B, F et G. Et elle doit choisir 2 points distincts, l'un après l'autre. Donc quand on dit l'un après l'autre, vous comprenez, et distinct, vous comprenez que c'est un tirage successif sans remise. Et on vous demande quelle est la portée que Aïcha choisisse 2 points de l'axe focal epsilon prime. Je rappelle que sur l'axe focal epsilon prime, vous n'avez que 3 points. Vous n'avez que O, F et G. Maintenant, si Aïcha choisit les points les uns après les autres, Aïcha est en train d'effectuer ce qu'on appelle un tirage successif sans remise. Et l'outil de nombrement qui permet d'effectuer, déjà nous sommes dans une situation d'équipe probabilité, et l'outil de nombrement qui permet d'effectuer un tirage successif sans remise, c'est les arrangements. Vous comprenez que s'il n'y a que 3 points qui appartiennent à l'axe focal, et qu'elle doit choisir parmi 5 points, et il faut qu'elle prenne 2, alors c'est clair que pour le cardinal de A, ce sera arrangement de 2 dans 3, et pour le cardinal d'oméga, ce sera naturellement arrangement de 2 dans 5. Ça vous donne ce que vous avez là-bas, 3 dixièmes. Nous passons donc à l'exercice de soit IJK une base d'un espace vectoriel E. On vous donne un endomorphisme F de E. On vous dit soit K un nombre réel, on considère l'ensemble. Pour tout K réel, on considère l'ensemble des vecteurs U de E tel que F de U égale à K fois U. F de U égale à K fois U. Voilà comment est défini un endomorphisme. Démontrer que EK est un espace vectoriel de E. Vous savez, il y a 3 choses. Naturellement, il faut démontrer. Premièrement, il faut démontrer que EK est non vide. Deuxièmement, il faut montrer que si je prends 2 vecteurs, E, U et V, U plus V appartiendra à EK. Et enfin, il faudra montrer que si je prends un nombre réel lambda et un vecteur U, lambda fois U va appartenir à E de K. Je rappelle qu'appartenir à E de K signifie que tu égales un certain K fois le vecteur. Donc, je vais montrer premièrement que le vecteur nul appartient à F de K. Je dis F du vecteur nul égale au vecteur nul. Pourquoi? Parce que F est un endomorphisme. Vous savez que l'endomorphisme transforme l'élément neutre de l'ensemble des parts en élément neutre de l'ensemble d'arrivée. Or, F étant un endomorphisme, l'ensemble des parts est égal à l'ensemble d'arrivée. Donc, l'élément neutre de l'ensemble de E sera l'élément neutre de E lui-même. Donc, vous comprenez pourquoi F du vecteur nul égale au vecteur nul. Or, le vecteur nul est égal à tout nombre réel fois lui-même. On peut donc dire que le vecteur nul appartient à EK. Parce que l'image du vecteur nul s'écrit comme K, le vecteur nul, dont EK est non vide. Là, nous prenons 2 vecteurs, U et V dans EK. Je rappelle que U et V sont là dans EK. Donc, si sont dans EK, ça veut dire que U s'écrit comme F de U s'écrit comme un KU, et F de V s'écrit comme un KV. Maintenant, nous prenons aussi un nombre réel lambda. Et on demande de montrer que U plus V appartient à E de K, et que lambda U appartient à E de K. Ça, c'est pour compliquer que nous avons un sous-espace vectoriel. Alors, si nous voulons montrer que U plus V appartient à E de K, il faudrait que nous montrions que F de U plus V égale un certain K facteur de U plus V. Alors, nous commençons par écrire F de U plus V. Nous disons que c'est égal à F de U plus F de V. Pourquoi? Parce que F est un endomorphisme, c'est une équation linéaire. Donc l'image de U plus V, c'est naturellement F de U plus F de V. Maintenant, nous savons que U appartient à E de K par définition. Ça veut dire que F de U égale à KU. Nous savons que V appartient à F de K par définition, donc F de V égale à KV. Donc, nous obtenons donc KU plus KV. En mettant K en facteur, nous obtenons K facteur de U plus V. Conclusion, U plus V appartient à E de K. Simplement. Voilà. Maintenant, si nous faisons F de lambda U, F de lambda U égale lambda F de U, naturellement, parce que F est un endomorphisme, donc F est une application linéaire. Maintenant, lambda F de U, c'est lambda KU parce que U est dans E de K. Maintenant, lambda KU, si nous développons, ça va faire K lambda U. Conclusion, lambda U appartient à EK. En conséquence, EK est un sous-espace vectoriel. Deuxième question, la première question, petit b, on vous dit démontrer que si U appartient à IMF, que U, pas que si, que U appartient à IMF si et seulement si U appartient à E2. Donc, c'est une double implication. Nous allons commencer par supposer U dans IMF, nous allons montrer que U appartient à E2. Après, nous allons supposer U dans E2, nous allons montrer que U appartient à IMF. Soit U appartient à E2. Si U appartient à E2, ça veut dire que F de U égale à 2U. Je vous rappelle que E2, c'est les ensembles de vecteurs tels que F de vecteur égale à 2 fois le vecteur. Donc U appartient à E2 veut dire que F de U égale à 2U. C'est ce qui équivaut à U égale à 1 demi de F de U. 1 demi de F de U. Maintenant, comme F est linéaire, n'oubliez pas, comme F est linéaire, F de alpha U, c'est alpha F de U. Donc ça veut dire que 1 demi de F de U, c'est
f de 1 demi de u. Par conséquent, nous avons trouvé un vecteur qui est 1 demi de u, tel que u égale à l'image de ce vecteur-là. On peut donc conclure que u appartient à IMF. De même, nous prenons u dans IMF. U dans IM, ça veut dire qu'on peut trouver un vecteur dans E, tel que u est l'image de ce vecteur-là. Désolé, c'est u, tel que u égale à f du vecteur. Si u égale à f du vecteur, si u égale à f du vecteur, f du vecteur v, c'est clair que f de u sera égal à quoi? F de u sera égal à f rond f du vecteur v. Maintenant, or, n'oubliez pas que nous avons dit que f, ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de u sera égal à 2 f de v. Parce que nous avons dit u appartient à IMF, donc ça veut dire qu'on peut trouver un vecteur v tel que v égale à u égale à f de v. Ainsi, f de u égale à f rond f de v, ça veut dire que u égale à f de u égale à 2v, 2f de v. Or, nous avons supposé u égale à f de v, ça veut dire que f de v, c'est u. Donc, nous remplaçons f de v par u. On obtient donc f de u égale à 2u. Par conséquent, u appartient à E2. Conclusion, u appartient à f, c'est seulement si u appartient à E2. C'est ce que nous voulons montrer en fait. Bon, on suppose ici que f plus j égale à 2 plus 2i plus 2j. F de i moins j égale à 2i moins 2j et f de... Voilà, on demande de démontrer que f de i c'est 2i, f de j c'est 2j, f de k c'est moins 2i plus 2k. Simplement un petit système à résoudre. Je rappelle que f est linéaire, ça nous permet d'avoir ce que nous avons à l'écran. On résout le système qui est là. Si on fait 1 plus 2, on obtient f de i égale à 2i. Si on fait 1 moins 2, on obtient f de j égale à 2j. Et si nous remplaçons f de i et f de j dans la dernière équation, on obtient f de k égale à moins 2i plus 2j, simplement. On vous demande de donner la matrice. Nous savons que f de i, c'est 2j. Vous savez que pour la matrice, la première colonne de la matrice doit comporter les composantes du vecteur f de i. La deuxième, le composant du vecteur f de j. Et la troisième, le composant du vecteur f de k. Or, f de i étant égal à 2i, ça veut dire que la première colonne de la matrice, ce sera 2, 0, 0. Pour f de j, c'est 2j, ce sera 0, 2, 2. Et f de k, c'est moins 2i plus 2j, donc ça sera moins 2, 2, 0. Voilà simplement la matrice. On demande de montrer que f rond f égale à 2f. Si nous voulons montrer que f rond f égale à 2f, il suffit de montrer pour nous que le produit de la matrice, le produit de la matrice M, par elle-même donne 2 fois cette matrice. Alors, le produit de la matrice M, on met la matrice, on fait le produit. Vous savez, le principe, c'est on fait première ligne fois première colonne. Après, on fait première ligne fois deuxième colonne. Après, on fait première ligne fois troisième colonne pour avoir les éléments de la première ligne de la matrice réponse. Donc, si vous faites 2 fois 2, 0 fois 0, moins 2 fois 0, vous trouvez 4. Et ainsi de suite, vous vous rendez compte que vous obtenez 4, 0, 0, 0, 4, 0, moins 4, 4, 0. Si vous mettez 2 en facteur, une opération qui admise chez les matrices, vous trouvez 2m, simplement. On peut donc conclure que f rond f égale à 2f. Déterminons par une de ces bases le numéro de f, le numéro qui est f de f. Donc, on va déterminer une base de kf. Je prends un vecteur u de coordonnées x, y, z. Il appartient à E. Maintenant, ce vecteur-là est dans kf, c'est seulement si son image, c'est l'élément de l'ensemble de la définition sur un anamorphisme. C'est seulement son image, c'est le vecteur nu. Et maintenant, en faisant la matrice fois x, y, z égale à 0, j'obtiens le système qui est à l'écran. En le résolvant simplement, vous obtenez x égale à z, y égale à moins x. Ça fait donc que le vecteur u, ça veut dire u égale à x facteur de i moins j moins b plus k. On peut simplement dire que f est une droite vectorielle qui est dirigée par le vecteur de coordonnées i moins j plus k. Simplement. Bien sûr, tout autre vecteur qui est collinaire, d'où la posante de x que vous avez au départ. Or, nous sommes sur un endomorphisme, on peut y prévoir à quoi ça égale à imf parce que nous avons dimension de kf, dimension de imf égale à dimension de e, or dimension de e c'est 3, donc on peut y savoir que même sans avoir fait les calculs, on sait déjà en avance que kf sera forcément un plan vectoriel. Imf, je veux dire.
im f. On sait que im f sera un plan vectoriel parce que la dimension de f c'est 1. Donc forcément la dimension im f sera 2. Bon, déterminons im f et posons une de ses bases. Bon, ici, nous savons que im f sera engendré par les vecteurs f de i, f de j, f de a, f de k, les vecteurs images. Or, f de i c'est 2i, f de j c'est 2j, et f de k c'est moins 2i plus 2j. Ça veut dire quoi? F de i est généré par le vecteur i, f de j est généré par le vecteur j, mais f de k est une combinaison linéaire des vecteurs i et j. On peut donc simplement, rien qu'à partir de cela, conclure que im f sera un plan vectoriel qui sera engendré par les vecteurs i et j. Ou bien qui est simplement le plan d'équation z, le plan d'équation z égale à 0, c'est le plan qui est engendré par les vecteurs i et j. Mais ou alors, on peut partir par la définition, l'approche par la définition, soit u de coordonnées x, y, z. Maintenant, u appartient à mi f d'après une question précédente. On dit qu'on est dans in f, c'est seulement si u appartient à f de E2. Donc, u est dans in f, c'est seulement si u appartient à E2, c'est-à-dire que f de u égale à 2u. Maintenant, si nous faisons f de u égale à 2u en faisant la matrice fois u égale à 2u, on obtient le système qui est à l'écran. Et en le résolvant, naturellement, on obtient z égale à 0. Z égale à 0 qui n'est rien d'autre que le plan vectoriel engendré par les vecteurs i et j. Voilà, nous prenons donc l'exercice 3. Je crois qu'il est le dernier de la partie évaluation des ressources. On dit f est une fonction définie sur 0,2 pi par f de x égale à exponentielle moins x cosinus x. C'est sa courbe représentative dans un repère orthogonal ou en abscisse. On a 2 cm pour unité, en ordonnée on a 4 cm pour unité. Donc on va les unités sur les axes. Donc on va graduer en 2 cm en abscisse. Donc 2 cm pour unité, 2 cm pour unité. Et en ordonnée on va graduer en 4 cm. C'est ça que signifie ce qu'on a donné là. Démontrons que f seconde plus f prime plus 2f égale à 0. Alors si nous faisons f égale est dérivable naturellement comme produit de fonctions dérivables. La première qui est exponentielle et la deuxième qui est cosinus. Les deux sont dérivables sur R. Donc si nous dérivons f donc, n'oubliez pas que f de x est exponentielle moins x cosinus x. Donc c'est u fois v. Donc la dérivée c'est ça, u prime v moins v prime u. C'est-à-dire que nous allons avoir dérivée exponentielle moins x qui va donner moins exponentielle moins x cosinus x. Après nous allons dériver cosinus x qui va donner moins sinus x. Du coup, vous comprenez pourquoi nous avons moins exponentielle moins x cosinus x et moins exponentielle moins x sinus x. Voilà la dérivée première. Maintenant, la dérivée première aussi, elle est dérivable. Elle est dérivable comme somme et produit des fonctions dérivables. Exponentielle et cosinus et sinus. Les trois fonctions sont des fonctions dérivables sur R. Donc, on va passer à la dérivée seconde. Moins exponentielle moins x cosinus x c'est u fois v. Donc, ce qu'on fait, u prime fois v, si on dérive moins exponentielle x, on va trouver exponentielle x cosinus, exponentielle moins x cosinus x. Après, on dérive cosinus, on va trouver moins sinus et le moins, donc nous allons voir plus exponentielle moins x sinus x, plus exponentielle moins x sinus x, moins exponentielle moins x cosinus x. On trouve simplement f seconde de x égale à 2 exponentielle moins x sinus x. En remplaçant chacun par sa valeur, dans l'équation f seconde plus f prime plus 2f prime plus 2f, on remplace, parce qu'il n'est pas question d'écrire égal à 0. Vous remplacez, vous calculez et vous trouvez 0. Vous pouvez donc conclure. Maintenant, on demande d'étudier l'évaluation de f et dessiner le tableau d'évaluation de f. Je rappelle qu'ici, il faut faire très attention. Étudier l'évaluation et dessiner le tableau d'évaluation, c'est deux questions en une. Dans un premier temps, il faut étudier les variations. Et pour étudier les variations, nous n'avons pas besoin de limites. Étudier les variations, c'est dériver, signe la dérivée, on conclut. Et après, nous aurons besoin de limites pour avoir le tableau de variation. Ce qui est fait. Donc, pour les variations, nous dérivons la fonction. La fonction, c'est la fonction dérivée. Nous l'avons obtenue plus haut. Ça fait moins exponentielle x facteur cosinus x plus sinus x. Si nous faisons f de x égale à 0, on allons avoir cosinus x plus sinus x égale à 0 parce qu'exponentielle est tout simplement positif. Nous allons avoir cosinus x égale à moins sinus x. Nous allons avoir x égale à 3 plus 4 ou x égale à 7 plus 4. N'oubliez pas que nous allons avoir dans l'intervalle 0, 2 pi. Donc la dérivée est positive. Lorsque x est dans l'intervalle 3 plus 4, 7 plus 4, on peut donc dire que la fonction est croissante là-bas. La dérivée est négative sur l'intervalle 0, 3 plus 4 et sur 7 plus 4, 2 pi. Donc la fonction est décroissante là-bas. On obtient donc le tableau de variation qui est le suivant. En calculant f de 0 qui donne 1, f de 2 pi qui donne exponentielle moins 2 pi. On a le tableau de variation suivant.
Vous aussi, vous faites des petits calculs pour être sûr que nous sommes en phase. 70. C'est aussi ça l'objectif d'une séance comme celle-ci. Vous avez faites des petits calculs pour être sûr que ce qu'on dit est juste. Nous vous donnons juste les outils aussi qui vous permettent d'avoir une compréhension plus fluide en fait. Bon, on nous demande de démontrer que moins exponentielle moins x est inférieur ou égal à f de x qui est inférieur à exponentielle moins x. Nous rappelons que f de x est exponentielle moins x cosinus x. Nous prenons cosinus x. Quel que soit le nombre, quel que soit x que vous allez prendre, son cosinus toujours compris entre moins et 1. Et comme nous savons que l'exponentielle est toujours strictement positif, en multipliant une égalité par un nombre positif, l'égalité ne change pas de sens. Donc quand nous multiplions, nous obtenons moins exponentielle moins x inférieur à f de x inférieur à exponentielle moins x. Démontons les coordonnées des points d'intersection de CF avec la courbe d'équation y égale à moins x exponentielle moins x et y égale à x exponentielle moins x. Alors nous cherchons l'intersection avec ces deux courbes. Nous prenons x dans l'intervalle 0, 2 pi. Alors, si f de x égale à exponentielle moins x, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cosinus x égale à 1. Parce que n'oubliez pas que f de x, c'est exponentielle moins x cosinus x. Donc, ça veut dire que cosinus x égale à 1. Et les angles dans l'intervalle 0, 2 pi qui ont pour cosinus 1, c'est 0 et 2 pi de même. Maintenant, nous prenons x pour x0, nous remplaçons dans l'équation, dans l'expression f de x égale à exponentielle moins x cosinus x. Nous remplaçons x par 0, là-bas nous allons trouver 1. Et nous remplaçons x par 2pi aussi pour trouver exponentielle 2pi. Donc on va donc dire que en abscisse, les points de rencontre entre la courbe et la courbe y égale à exponentielle moins x, c'est abscisse 0. Le point d'abscisse 0 est pour donner 1 et le point d'abscisse 2pi est pour donner exponentielle moins 2pi. Si nous cherchons par contre l'intersection de la courbe avec la courbe y égale à moins x exponentielle moins x, en faisant f de x, en résolvant l'équation f de x, ça c'est pour trouver l'intersection au niveau des axes des abscisses. On va trouver cosinus x égale à moins 1, ça fait x égale à moins pi ou x égale à pi. Dans l'intervalle 0, 2 pi, donc pi que nous pouvons retenir, ça nous fait donc, nous remplaçons pi dans l'expression de f. Et quand nous remplaçons pi dans l'expression de f, nous allons trouver donc le point qui va pour abscisse pi et pour ordonner exponentielle de moins pi. Bon, on demande de tracer les courbes d'équation y égale à moins exponentielle moins x et y égale à exponentielle moins x dans un même repère, ainsi que notre courbe. Alors, nous constatons que les courbes exponentielle moins x et moins exponentielle moins x sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Donc, on construit l'une, on fait symétrie par rapport à l'axe des abscisses pour avoir l'autre. Et celle de y égale à exponentielle moins x est déduite de la fonction x qui a x associé à exponentielle x par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc ça nous permet d'avoir la courbe que vous avez à l'écran. Voilà, nous laissons le temps de visualiser. Vous pouvez aussi appuyer pause quand vous estimez que c'est un peu rapide pour bien regarder. Voilà. Donc nous constatons que pour la courbe y égale à exponentielle moins x, la courbe au-dessus de la fonction. La courbe au-dessus de la fonction. Je le dis en prélude de la prochaine question. On demande de calculer entre l'aire de la partie limitée par la courbe, limitée par les doigts d'équation y égale à 0, limitée par la courbe y égale à exponentielle moins x, et limité par la doigt d'équation x égale à 2pi. Donc naturellement, l'aire là sera naturellement égale à l'intégrale de, comme la courbe y égale à exponentielle moins x au-dessus de la fonction dans l'intervalle 0, 2pi, alors ce sera exponentielle moins x moins f de x dx. Maintenant, nous allons dans l'équation différentielle de départ. Nous tirons f de x par une expression s de x. Là-bas, dans l'équation f seconde moins 2f plus l'équation différentielle qui est donnée un peu plus haut, nous tirons f pour rendre compte que nous allons avoir exponentielle moins x plus 1 demi f seconde de x plus f de x dx. Maintenant, nous remplaçons d'abord f seconde dans un premier temps par sa valeur. Dans l'intégrale, nous remplaçons f seconde par sa valeur. Nous réduisons, après avoir remplacé f seconde, nous réduisons. Nous obtenons une expression avec, du moins, nous intégrons, pardon, autant pour moi, nous intégrons
Nous savons que la primitive de exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. La primitive de f seconde, c'est f'. La primitive de f', c'est f. Nous connaissons la valeur de f, donc nous connaissons la valeur de f'. Nous remplaçons chacun par sa valeur dans ce qui va suivre. Nous réduisons l'expression pour ne pas avoir à travailler deux fois. Et nous effectuons simplement notre calcul en remplaçant d'abord x par 2pi, moins on remplace x par 0. Nous effectuons les calculs comme on le fait aisément en salle. Nous n'oublions pas l'unité d'air parce qu'on a bien dit unité. Ici, on a bien précisé qu'il y avait une unité sur les axes. Nous avons bien dit sur les axes, il faut prendre 2 cm et 4 cm. Donc, n'oublions pas que à la fin, nous devons faire 2 cm fois 4 cm, ça fait 8 cm carrés. Nous faisons 8 cm carrés fois 1,5, ça nous donne 4. Le 4 que vous avez à l'écran, nous tapons sur notre calculatrice, on arrondit, on trouve à peu près 4 cm carrés. Voilà. Voilà un peu expliquer la partie A consacrée à l'évaluation des ressources. Si vous avez un souci, évidemment, n'oubliez pas à nous écrire sur la plateforme pour que nous revenons vers vous. Bon, la partie B, évaluation des compétences. Trois gisements de gaz A, B et C, pesant chacun 100 milliards de mètres cubes de quantité, ont été découverts dans un pays. L'inauguration a eu lieu à une certaine année 0, prise comme origine des temps en année. L'exploitation du gaz des gisements A et B avait commencé à la date T égale à 0 et celle du gisement gisement légèrement avant, celle du gisement C légèrement avant en fait. Seulement la date T égale à 1, la quantité totale de gaz extraite de chacun des gisements A et C était de 5,01 milliards de mètres cubes à la date 1. Pour le gisement A, à partir de la deuxième année, la quantité de gaz extrait augmente de 0,75 milliards de mètres cubes par rapport à celle de l'année précédente. Pour le gisement B et C, les ingénieurs pétrochimistes savent que si QDT est la quantité totale en milliards de mètres cubes de gaz extrait de chacun de ces gisements à la date T, alors le taux d'extraction ou de consommation du gaz à la date T est Q'. Donc le taux d'extraction c'est Q' en milliards de mètres cubes par an. Au niveau du gisement B, ce taux est, on vous donne la valeur que vous avez à l'écran. Au niveau du gisement C, on dit ce taux aux dates T sont proportionnels aux quantités extraites à ces dates. Et à la date T égale 1, le taux était de 5,01 milliards par an. Je vous rappelle que pour l'évaluation des compétences, il est judicieux de lire d'abord les questions avant de venir le test. Vous lisez les questions, vous lisez le test, vous relisez encore le test une deuxième fois maintenant, paragraphe par paragraphe, pour répondre aux questions. La prévision de demande est déterminée à partir de combien d'années le gisement A va s'épuiser. Qu'est-ce que c'était du gisement A? On avait dit que pour le gisement A, à partir de la deuxième année, ça augmente de 0,7 milliards, 75 milliards. Donc, si nous désignons par A la quantité en milliards de mètres cubes de gaz extraite à la énième année après l'inauguration, N étant un nombre entier naturel non nul, tant que le gisement reste suffisamment fourni, nous avons quoi? A1, vous vous rappelez, on a dit à date T égale à 1, c'était 5,01 milliards de mètres cubes. Donc A1 c'est 5,01. AN plus 1, on nous a dit chaque année, à partir de la deuxième année, ça augmente de 0,75 milliards. Vous comprenez que nous avons que la quantité de l'année N plus 1, c'est celle de l'année précédente plus 0,75 milliards. Nous obtenons ce qu'on appelle en mathématiques une suite arithmétique de raison 0,75. Par conséquent, comme le premier terme c'est A1, le terme, parce que nous avons une suite récurrente, il faut nous la transformer en une suite explicite pour faire des prévisions. Donc, comme le premier terme c'est A1, alors le terme général ce sera quoi? Le terme général de la suite ce sera AN qui sera égal à quoi? AN qui sera égal à A1 plus N-1 R. Or A1 c'est 5,01 plus N-1 fois 0,75. Quand vous développez bien vos réductions, vous obtenez 0,75 N plus 4,26. Maintenant, au bout de combien d'années est-ce que c'est la quantité au bout de N années, la quantité totale extraite, au bout de N années, la quantité totale extraite nous donne donc la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique de raison 0,75. Donc, ça va faire A1 plus A2 jusqu'à plus A1. Maintenant, comment on calcule? On sait que c'est la somme des termes
multiplié par le premier terme plus le dernier terme divisé par 2. La somme des termes, quand nous allons de 1 à n, il y a n termes. Nous faisons n, le dernier terme moins le premier plus 1. Ça fait n termes. Donc ça fait n facteur de a1 plus an sur 2. Nous obtenons 0,75 n carré plus 4,635 n en remplaçant a1 naturellement par sa valeur et an par sa valeur. Nous voulons donc que cette somme extraite là soit inférieure à 100 milliards de mètres cubes, tel que ça a été dans le test. Donc Qn doit être inférieur à 100. On obtient donc une équation second degré 0,75 n carré plus 4,635 moins 100 inférieur à 0. Alors nous posons notre équation 0,75 n carré plus 4,635 n moins 100 égale à 0 pour chercher les racines. Et nous prenons la partie positive parce que nous pouvons extraire quelle quantité positive. On se rend donc compte que pour que ce soit inférieur à 0, il faut qu'on soit dans l'intervalle qui va de 0 à ce qui est là. Et quand on divise, on a à peu près 11,28. 11,28. On prend d'abord 11 pour voir si au bout de 11 années, on aura une quantité qui est supérieure à 100. On se rend compte que non, là-bas on a 87,36. On prend 12. On se rend donc compte que c'est à partir de la 12e année. Parce que quand on va finir la 11e année, on ne sera pas encore à 100. Donc c'est à partir de la 12e année que le jugement sera vidé. Bon, déterminons le nombre d'années d'extraction pour l'épisode gisement B. Le taux d'extraction du gisement B a été donné par 1 sur 2T plus 0,02T. On a dit QT, c'est la quantité totale extraite. Or, si la quantité totale extraite c'est QT, ça veut dire que pour passer de Q' de T à QT, il suffit d'intégrer et chercher la primitive. Or, si nous cherchons une primitive, n'oubliez pas que le premier est sous la forme E' sur U puissance N, à condition que vous mettez au numérateur 1 demi et que vous mettez au numérateur autant pour moi 2 et vous multipliez par 1 demi. Voilà pourquoi, voilà sa raison pour laquelle nous avons que Q de T sera égal à quoi? Q de T sera égal à 1 demi, Ln de 2T plus 1. Maintenant, si nous cherchons la primitive de 0,02T, c'est 1 demi de 0,02T au carré, donc ça fait 0,01T carré, plus une constante. Mais nous savons qu'à l'instant 0, on n'a encore rien extrait. À l'instant 0, il n'y a encore rien extrait. Donc Q0 égale à 0. Ça fait que Q de T sera égal à 1 demi de Ln de 2T plus 1 plus 0,01T au carré. Maintenant, le jugement, c'est plus lorsque ce Q de T est égal à 100. Or, la fonction Q, fonction logarithme continue et croissante sur 0 plus infini, en réalité, si vous regardez, la fonction, elle est continue et croissante sur l'intervalle moins 1t plus infini. Bon, comme si on ne peut pas exploiter, on n'exploite pas les quantités négatives, nous avons dit qu'elle est continue et extrêmement croissante sur l'intervalle 0 plus infini. Maintenant, quand nous calculons Q de 98, nous avons 98,69. Quand on calcule Q de 99, on est au-delà de 100. Ça veut dire que nous pouvons conclure que la quantité sera complètement extraite au bout de la 99e année. Et si nous prenons le dernier, déterminons le nombre d'années après inauguration pour vidéo gisement C. Le gisement C, on a dit que le taux d'extraction était proportionnel à la quantité extraite. Vous comprenez pourquoi nous disons et le taux d'extraction c'est Q'. Ça a été dit dans le test. Donc Q' de T sur Q de T est proportionnel à Q' de 1 sur Q de 1. Or, Q' de 1, ça a été donné. On a dit à l'instant T égale à 1 Q' de 1, c'est 5,1 milliards de mètres cubes. Et au début, on avait dit qu'à l'instant T égale à 1 Q de T est égal à 5,1 milliards de mètres cubes. Ça veut dire qu'on peut avoir donc Q' de T sur Q de T qui est égal à 1. Maintenant, si vous avez Q' de T sur Q de T qui est égal à 1, si vous passez maintenant à une intégration, vous allez voir que vous avez Q de T qui sera égal qu'est-ce que ça dit? Vous aurez Ln de Q de T qui sera égal à quoi? Qui sera égal à T. Maintenant, ça veut dire que Q de T, qui sera égal à T plus C, plus une constante. Ça veut dire que vous aurez donc Q de T qui sera égal à quoi? Q de T qui sera égal à C exponentielle T. Maintenant, il faut trouver C. C étant une constante. Maintenant, nous savons que Q de 1, c'est 5,01. Ça veut dire que Q de 1, nous remplaçons par 1. Nous avons CE qui sera égal à 5,01. Ça veut dire que nous avons C qui sera égal à 5,01 fois E moins 1. Et maintenant, on peut donc remplacer pour avoir donc Q de T qui est égal à 5,1 fois E puissance T fois E moins 1. Ça va faire E puissance T moins 1. Donc, on peut donc dire que le gisement s'épuise à partir de 100 milliards de mètres cubes. Ça veut dire que Q de T doit être égal à 100.
Ça fait 5,01 exponentielle moins t égale à 100. On résout. Ça fait exponentielle t moins 1 égale à 100 sur 5,01. Ça fait t égale à 1 plus ln de 10 000 sur 501. Ça fait à peu près 3,99. Donc on dit que le jugement va se vider après la 4e année. Voilà, ceci marque donc